Glitch Publishing présente Des images qui bougent, un podcast de Seb Joncoux. Bienvenue dans ce nouvel épisode des images qui bougent pour ce classement historique fou farfelu des 197 meilleurs films de l'histoire du cinéma. J'assume ce classement un peu dingo, je vous l'accorde, et je vais vous présenter donc dans cet épisode les films placés de 179 à 170, donc 10 films formidables que je vais vous présenter tout de suite. Et on commence par un film de 2017, un film espagnol de Alex de la Iglesia, qui se passe dans un café. Ça vous dit quelque chose ? C'est un film fantastique, une sorte de huis clos, qui moi m'avait beaucoup surpris, d'autant plus que j'ai pas l'habitude de regarder trop ce cinéma-là, parce que clairement ça flirte avec le cinéma d'horreur. Ça vous dit quelque chose ? Ça se passe dans le centre-ville de Madrid. Un coup de feu et 2 morts mystérieux amènent un groupe hétéroclite à se réfugier dans un bar central. La paranoïa monte, les clients terrifiés vont se retourner les uns contre les autres. C'est un film vraiment extrêmement prenant, avec une angoisse qui monte, moi qui m'a beaucoup plu. Avec une séquence... est-ce que j'en parle ? Non, je vous parle pas de cette séquence, mais il y a une séquence marquante avec un trou au fond de la cave qui m'a marqué, j'y pense encore maintenant. Donc c'était en français ça s'appelle Pris au piège et le titre original en espagnol c'est El Bar, je sais pas le dire en espagnol mais ça veut dire le bar j'imagine. 178e place, un nouveau film espagnol, c'est le hasard du classement, mais ils sont en bonne compagnie. Un film que j'ai déjà présenté dans mon classement des meilleurs films de science-fiction de tous les temps. Du coup, vous voyez, on est déjà dans des films vraiment exceptionnels. C'est un film de Juan Carlos Fresnadillo. Ça vous rappelle quelque chose si vous avez vu l'épisode précédent ? On fait des révisions du coup maintenant, c'est cool. C'est encore pire qu'à l'école. Alors je ne vais pas vous torturer plus longtemps. Rappelez-vous, c'est un film qui est basé sur la chance, où la chance est une commodité. Ça vous dit quelque chose ? C'est Intacto. Un film formidable où le personnage principal survit miraculeusement à une mort certaine dans un crash d'avion de ligne. Il est le seul survivant de cet énorme accident et ça lui confère une sorte de chance supérieure à la moyenne et il va se retrouver embringué dans le milieu du jeu et du jeu d'argent évidemment. C'est un film assez formidable qui, moi, a une influence sur moi et sur la façon dont j'ai bâti certains de mes univers, en particulier plus que réel. Et mon premier long métrage, vraiment super film. En gros sur des mondes secrets, des sociétés secrètes, j'aime bien ce genre de truc. Moi. En 177e position, un autre film qui est dans mon classement des meilleurs films de science-fiction, un film magnifique, un film de Jake Schreller, qui est pas un réalisateur il y a beaucoup de chances que vous connaissiez, avec Peter Sarsgaard, Frank Langella et Suzanne Sarandon. Ça vous dit quelque chose ? Si je vous dis que ça parle d'un robot et d'un vieux monsieur, je vous parle de Robot and Frank, un film magnifique de 2012, qui est vraiment un film d'une beauté et d'une simplicité poétique, et qui nous raconte un futur où la relation avec les robots est bien plus apaisée qu'elle ne l'est dans l'imaginaire actuel, là où visiblement on ne peut imaginer que des IA qui veulent nous manger. Mais là, cette IA, c'est un robot qui prend soin d'un vieux monsieur qui est dans ses derniers jours. Et c'est une très très belle histoire. Alors ça fait pas mal pleurer par contre, hein, mais justement pleurer avec les robots, ça change un petit peu. C'était donc en 177e position. Je passe à la 176e position, qui est un film qui s'appelle... Ah ben non, je sais pas vous dire le titre, je suis bête. Un film de Scott Frank de 2007, avec Joseph Gordon-Levitt, Jeff Daniels et Matthew Good. Ça vous dit quelque chose ? Déjà, des films avec Joseph Gordon-Levitt, il y en a pas énormément. Et c'est un acteur que j'aime beaucoup. Je vais vous lire le début de l'histoire sur IMDb et vous allez me dire si vous pigez de quoi je parle. Chris,
un athlète de lycée autrefois prometteur, dont la vie change après un accident, tente de poursuivre une vie normale en acceptant un poste de concierge dans une banque où il se retrouve finalement pris dans un braquage. Donc oui, voilà, c'est un film de braquage, c'est un film très sombre qui se passe d'ailleurs quasiment intégralement la nuit si mes souvenirs sont bons. Ça s'appelle The Lookout. Et c'est un film que moi j'ai beaucoup aimé. Ce qui est marrant, c'est que la note sur IMDb est pas super, mais par contre son Metascore est bon aussi. Moi, Joseph Gordon-Levitt, je trouve que c'est un super acteur. J'aimais beaucoup quand il nous faisait l'honneur de faire des films. Bon, visiblement, c'est quelque chose qu'il a plus vraiment envie de faire en ce moment. Mais si tu nous regardes, et tu nous regardes certainement, Joseph, recommence à faire des films, s'il te plaît. C'est les images qui bougent qui te le demandent. Euh, Film 175, un film français, un film en noir et blanc, un film superbe qui moi est vraiment cher à mon cœur. Je l'ai vu de nombreuses fois. C'est un film de Jacques Becker avec André Bréville, Jean Kéraudy et Michel Constantin. Michel Constantin qui est tout jeune dans le film. C'est un film de 1960 qui est vraiment une splendeur. Vous avez trouvé de quel film je parle? C'est un film de prison, un film un huis clos avec un groupe de tous les personnages sont dans la même cellule. Ça s'appelle Le Trou et c'est le premier film d'évasion de prison, il me semble, en tout cas un des tout premiers, c'est un grand classique, c'est un film que j'aime beaucoup et que je vous recommande. Alors là, il y a des chances que vous l'ayez pas vu parce que justement c'est des films qui sont un peu plus loin de nos perceptions. Et ben c'est l'occasion de changer ses habitudes et de louer probablement sur une plateforme de VOD ce film, vous passerez un super moment. Hein. C'est vraiment le top de l'histoire d'évasion et de l'histoire de prison et de ce que peuvent faire les hommes aux hommes quand ils sont enfermés les uns avec les autres. On est déjà à la moitié de notre classement et je vais passer maintenant à la place 174, un film magnifique qui moi m'avait beaucoup secoué, qui est un film qui date de 2019, qui est réalisé par Saïd Roujtaï. Ce film, c'est La Loi de Téhéran, qui est un film magnifique sur le fonctionnement de la justice, on va dire, puisque le personnage principal est un policier. Mais on va s'apercevoir assez rapidement que c'est un policier corrompu, dans un système corrompu, dans un pays corrompu. Et ce type va quand même essayer de faire la justice, mais avec des moyens qui sont très particuliers parce que le monde dans lequel ça se passe, ce pays-là, c'est pas du tout un état de droit. Et du coup, les règles auxquelles on est habitués, nous, s'appliquent pas vraiment. En 173e place, un documentaire de dingo. Un documentaire sur un monde totalement ignoré, en tout cas de ma part. Un documentaire sur une pratique que je ne connaissais même pas entre adultes consentants. Alors là, les indices actuels... pensez plutôt aux chatouilles. Par exemple, vous avez déjà joué à faire des chatouilles à quelqu'un. C'est un jeu de l'enfance très innocent, on va dire, la plupart du temps. Mais imaginez que vous preniez le réglage des guili-guili et que vous le mettez à 2000%. Et là, vous en faites un truc hardcore. Et donc, le journaliste David Farier tombe sur un mystérieux concours en ligne. Au fur et à mesure qu'il approfondit, il se heurte à une résistance forte, mais cela ne l'empêche pas d'aller au fond d'une histoire toujours plus étrange que la fiction. En gros, il découvre qu'il y a une sorte de réseau où on paye des jeunes hommes pour se faire des guili-guili, sans caractère sexuel à proprement parler, juste pour se faire les guili-guili. Mais en fait, il s'aperçoit que c'est un réseau qui est à l'échelle des États-Unis avec des sommes formidables qui circulent. Et que visiblement, il y a une seule personne au cœur de ce délire de contrôle total sur des dizaines, voire des centaines de jeunes hommes qui se font des chatouilles. Un truc de dingo. Et ça s'appelle Tickle, c'est un film de 2016
qui est un des documentaires les plus dingues que j'ai vu de ma vie. D'ailleurs, un des non, j'allais dire que c'était sur Netflix. Non, je crois pas. Je crois que c'est sorti au cinéma. À voir si vous voulez faire une excursion dans un monde totalement ignoré, totalement sidérant et pourtant réel puisque ça se passe dans notre monde actuel. Tickle 2016 en 173e place. Vraiment probablement le film le plus fou de cette liste de 10 films. 172, un film qui lui aussi est dans mon top des meilleurs films de science-fiction. Un film russe de 2004 qui se passe à Moscou. Ça vous dit quelque chose pour ceux qui ont déjà vu l'épisode sur les meilleurs films de SF? Un film de Timur Bekmambetov. Allez, vous avez trouvé. Je parle de Night Watch, évidemment. Night Watch, ce film très étrange sur des sociétés secrètes qui font tourner la réalité. Ce monde extrêmement étrange, cet imaginaire pas du tout basé sur des repères culturels anglo-saxons ou européens comme on en a l'habitude. Vraiment un film magnifique que je vous invite à voir, qui est assez facile à voir d'ailleurs, qui est sur toutes les plateformes. Il y a un autre film, celui-ci c'est Night Watch, il y a Day Watch aussi qui existe, et les deux films vont ensemble, très bien ensemble. C'était la 172e place. En 171e place, un film magnifique qui... alors c'est difficile, tous ces films là dont je vous parle, ils ont tous 8 sur 10, ce qui est déjà une excellente note. Mais L'Empreinte du Serpent, je viens de vous balancer le titre, donc voilà. L'Empreinte du Serpent a une place vraiment très particulière pour moi. C'est un film de 2015 de Ciro Guerra, qui est un film qui se passe dans la forêt vierge de la Colombie, si mes souvenirs sont bons. Une histoire de chaman et de dernière frontière végétale. L'histoire de la relation entre Karamakake, un chaman amazonien, et le dernier survivant de son peuple, et deux scientifiques. Là, c'est vraiment magnifique. Et qu'est-ce qu'on peut demander de plus au cinéma que de montrer ce genre de choses? Vraiment, ça déplace les frontières du réel. D'un point de vue artistique, c'est très très abouti, ça va très loin, c'est beau, c'est bien joué, la photo est sublime, c'est vraiment formidable comme film. L'Étreinte du Serpent, je vous recommande. Je vous le recommande pas, je vous l'ordonne. Et enfin, et je suis bien content que ce film soit en 170e place à côté de l'Étreinte du Serpent. C'est le hasard, hein, puisque cette liste, l'ordre final de la liste tel que je la calcule dans IMDb, c'est par rapport à ma notation à moi, c'est-à-dire que les films ne sont pas classés dans l'ordre alphabétique par exemple ou dans l'ordre des notes de IMDb, ils sont classés par rapport à mes notes à moi. Et donc du coup, dans l'ordre où j'ai donné les notes. Et ce film, c'est un film que j'ai adoré, qui date de 1985, que j'ai eu la chance de voir en famille dans les années 80. Alors peut-être pas en 85, mais peut-être en 88 ou 89, quelque chose comme ça. Un film qui, étant né dans une famille d'amoureux de la nature, a eu vraiment un impact énorme sur moi à l'époque. C'est un film de John Boorman. Ça vous dit quelque chose qui se passe dans la forêt équatoriale? Je crois que c'est au Brésil. Oui, c'est sûr, même si ça se passe au Brésil. Une histoire de construction d'un barrage géant. Je vous parle de La Forêt d'Émeraude, qui est un film magnifique, qui est un film d'aventure, un beau film d'aventure comme on aimerait en voir tout le temps, c'est-à-dire facile d'accès, limpide et extrêmement captivant, où une famille de Brésiliens aisés et urbains travaille sur, je crois que c'est l'architecte même, sur la construction d'un immense barrage sur un fleuve amazonien. Donc pas un fleuve, une branche de l'Amazone visiblement. Et un contact est fait par hasard lors d'une visite avec une tribu d'invisibles. Et voilà, il va y avoir des répercussions extrêmement fortes pour tout le monde pendant plusieurs décennies. C'est un film magnifique, moi qui m'a beaucoup fait pleurer, que j'ai revu encore dernièrement, qui m'a refait pleurer. Je vous le recommande vraiment très très chaudement. Et donc voilà, c'était le 10e film
de ce nouvel épisode du classement insensé des meilleurs films de l'histoire du cinéma. Nous avons cheminé de Pris au piège, Elbar en 179 jusqu'à La forêt d'émeraude en 170. Et je vous remercie d'écouter cette balade dans mes films préférés. J'espère que vous en écoutez, que vous en regardez surtout certains de ces films, et que ce plaisir que j'ai à évoquer ces souvenirs de cinéma, que vous les partagez en voyant les films dont je vous parle. Et merci de me suivre. N'oubliez pas un petit like, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, ça soutient la chaîne et ça permet sa propagation. Et je vous dis à très bientôt. Peut-être que je vous dis d'ailleurs après les fêtes de Noël, parce que là les choses se précipitent un petit peu et je vais partir de Paris et je n'aurai plus mon matos pour enregistrer. Donc du coup, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, Sébastien. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite d'avoir l'occasion de voir des chouettes films, et en particulier de les voir en famille, ou de les voir avec votre famille, c'est-à-dire peut-être vos meilleurs potes. Mais je trouve qu'un bon film, il est encore meilleur quand il est bien partagé avec les bonnes personnes. Donc faites-vous des chouettes moments de cinéma. Par exemple, sélectionnez dans un des films que j'ai pris votre veille du jour de l'an, par exemple. C'est ce que je vais faire moi en tout cas. Du coup, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bonne fête de fin d'année 2024 et on se retrouve l'année prochaine pour des images qui bougent avec plein de nouvelles histoires. Allez, ciao, bye bye. Tinder to my fading habitat, a ribcage kindling, flicker you the hidden between breath, where meadowlarks keep old youth and revelry. Timber offers some form of reprieve from peaks that catch pining still where hill and harbor meet, and calloused by the lake, keep feigning evergreen. Ever speak to me, familiar peace, so lessen your
ever spoke to me familiarly. So as a nurse instead, on banks of M she tempted friendly death, covered my rabbinette. Now for me I build from detachment, new life with my Ellie, to blanket what we make the Neverland, and build a northern Eve, safe from revelry, till again we meet in a